Quelque chose de parfaitement légal a servi à frapper des milliers d'entreprises d'un seul geste. Quelque chose de banal, obligatoire, a porté une décision qui n'a jamais été annoncée. Quand l'écran de Pavel s'est figé ce matin-là, il a cru à un bug banal. Comptable, logiciel MEDoc ouvert, il clique encore. En 30 minutes, son pays entier se met à clignoter en noir. Pavel travaille dans une filiale logistique étrangère installée à Kiev. Toute sa journée tient dans ce logiciel comptable obligatoire, relié au fisc. Il tape des montants, joint des factures, envoie des déclarations. Derrière, un serveur qu'il ne verra jamais lui pousse des mises à jour officielles, signées, rassurantes. Les alertes de sécurité, il les ferme. Ce mardi-là, la mise à jour passe. Rien ne se voit. Pas encore. Le doute ne s'inscrit nulle part. Ce qui le frappe d'abord, ce n'est pas le plantage, c'est le silence. Les imprimantes se taisent, les collègues lèvent la tête. Une boîte mail ne répond plus, puis une autre. L'icône réseau clignote, puis plus rien. Sur un poste, un écran noir grimpe avec un texte rouge. Des fichiers chiffrés, une rançon, une adresse Bitcoin. On parle déjà de nouveau Petya, d'un rançongiciel comme ceux qui ont saturé la planète après WannaCry en mai 2017. Pavel prend son téléphone. Le central ne répond plus. Au même moment, des guichets de métro refusent les cartes, des banques figent, un aéroport annonce des retards. Le directeur IT débarque dans l'open space de Pavel, téléphone collé à l'oreille, visage fermé. Il lâche un mot que tout le monde comprend mal. Ransomware. La première explication rassurante se met en place dans sa tête. Hypothèse A, simple, presque confortable. Un groupe criminel a lancé une nouvelle attaque pour se faire de l'argent. Ce serait une version agressive d'un scénario connu. Un logiciel chiffre les données, affiche un message, demande $300 en Bitcoin. On paye, on récupère. La boîte s'en sort avec des pertes financières, une semaine de chaos, mais tout rentre dans l'ordre. Pavel y croit. L'écran lui dit quoi faire, une adresse, une somme, une promesse implicite de retour à la normale. Cette illusion meurt en une phrase, tombée d'un rapport technique. Le système de chiffrement empêche toute récupération, même si la rançon est payée. Il relit la phrase, incrédule. On lui explique ensuite quelque chose de plus complexe. Hypothèse B. L'attaque ne vient pas d'un simple gang, mais d'une structure plus organisée, qui joue à plusieurs niveaux. Le code ressemble à Petya, mais les chercheurs voient des choix étranges. Une seule adresse Bitcoin pour tout le monde. Une seule adresse mail pour confirmer le paiement, fermée en quelques heures par le fournisseur. Les montants restent dérisoires par rapport aux dégâts. Dans cette version, l'argent n'est qu'un camouflage. Derrière la fausse demande de rançon se cache un outil militaire ou para-étatique. Un message déguisé, une démonstration de force. Pavel se persuade alors que sa boîte n'est qu'un dommage collatéral dans une partie plus grande, qu'il n'est pas visé, que tout cela vise seulement à terroriser, à désorganiser. Puis le twist inverse tout. Les chercheurs, en disséquant le binaire, découvrent que le programme ne se comporte même pas comme un rançongiciel raté. Il ne chiffre pas vraiment pour négocier, il détruit. Le secteur de démarrage est écrasé, la table des fichiers mutilée sans logique de restitution. Le cœur du système est frappé là où il ne peut pas être réparé. Ce n'est plus une arme de pression, c'est un marteau. Hypothèse C s'impose, sèche, dérangeante. Ce que Pavel voit n'est pas un message, mais un nettoyage. Pas une tentative de contrôle, une volonté d'effacement. L'argent à l'écran est un décor pour détourner le regard du véritable objectif. Et ce qui semblait une grande opération externe devient une chose plus intime. Un outil conçu pour faire exploser, de l'intérieur, tout ce qui touche un certain point de passage numérique. Puis un dernier retournement complique tout. Ce point de passage, c'est le logiciel que Pavel utilise, imposé par l'État, au centre des flux fiscaux, devenu en secret une seringue branchée sur des milliers de veines économiques. Ce matin-là, Pavel a les doigts sur le clavier de MEDoc. Fenêtre grise, formulaire, champs fiscaux. Chaque entreprise qui opère en Ukraine passe par là, des petites structures locales jusqu'aux filiales de géants mondiaux. Ce logiciel, édité par une société de Kiev, Intellect Service, est une obligation tacite. Sans lui, pas de déclaration, pas de conformité, pas de vie économique normale. L'attaque ne commence pas dans son bureau, elle commence bien plus haut, sur une machine qu'il n'a jamais vue, le serveur de mise à jour de MEDoc. Pendant des mois, selon les analyses de Cisco Talos, E7 et d'autres,
Ce serveur héberge des fragments de malware. Les mises à jour partent signées, légitimes, mais creusées de portes dérobées. Les vestes backdoor s'installent avec la même banalité qu'un patch correctif. À Kiev, les hommes du SBU et de CERT-UA finiront par monter dans les locaux d'Intellect Service, saisir des serveurs, fouiller les racks poussiéreux. Mais pour Pavel, le mur se dresse bien avant ces perquisitions. Il est logiciel, silencieux, invisible. Une chaîne d'approvisionnement corrompue dans un pays où la numérisation de l'administration a été accélérée à marche forcée, sous tension budgétaire, sous la pression d'une guerre qui ne dit pas toujours son nom. Il attend. Dans son open space, les gens se lèvent, parlent de sanctions, de Crimée, de Donbass, mais toujours à mi-voix. L'électricité reste, les écrans restent allumés. Ce qui s'éteint, ce sont les connexions logiques. Les banques, les aéroports, les stations-service, les supermarchés. Les paiements par carte sont refusés. Les caissières sortent des blocs de reçus papier. Les chauffeurs de camions reçoivent des ordres griffonnés à la main. Pavel, lui, reste devant une machine qui lui montre un pseudo-écran de réparation de disques, une barre de progression mensongère qui, pendant qu'elle défile, massacre la structure interne de ses fichiers. Le mur, c'est l'obligation d'utiliser un outil unique dans un environnement qui ne peut pas se permettre de le perdre. L'Ukraine a fait passer ses déclarations fiscales en ligne, a aligné ses procédures sur celles de ses partenaires européens, a rendu plus fluide un système longtemps ankylosé. Mais cette centralisation numérique est passée par un logiciel unique, peu audité, peu protégé, ancré au cœur de réseaux sous-financés, connecté à des multinationales qui partagent les mêmes identifiants, les mêmes tunnels VPN, les mêmes habitudes d'admin. Pavel n'a pas accès au correctif MS-17010 que le service IT aurait dû déployer partout. Il ne sait pas que des exploits issus d'une fuite d'outils de la NSA tournent déjà dans le monde. Il ne comprend pas Eternal Blue, Eternal Romance, PS Exec, WMIC. Il comprend seulement que, lorsque son collègue du service réseau coupe un câble RJ45 à la main, en tremblant, il est trop tard. Ce clic de plastique sec qui casse entre les doigts, c'est le seul geste concret qu'il peut opposer à un code qui a déjà pris tout ce qu'il pouvait atteindre. Dans la pièce, une douleur physique étrange circule. Une employée serre un disque dur externe contre elle, si fort qu'elle s'enfonce le bord métallique dans la paume, jusqu'au sang. Elle ne le remarque même pas. Ce rectangle noir devient un talisman. La dernière promesse d'une sauvegarde peut être intacte, stockée hors ligne, oubliée dans un tiroir. Le temps passe. Pendant ce temps, dans d'autres pays, parmi les partenaires de sa filiale, des écrans se mettent aussi à clignoter. Maersk, FedEx, Merck, des groupes qu'il a vu passer sur des factures subissent la même chose. Les segments de réseau où l'on a réutilisé les mêmes identifiants administrateurs deviennent autant de corridors. Le malware n'a pas besoin de scanner à Internet. Il remonte les liens déjà tendus par des années de mondialisation logistique. Pavel se heurte à ce mur unique, massif. Un système construit pour l'efficacité, l'intégration, la continuité fiscale, devenu en une journée une surface d'attaque intégrale. Le travail de toute une décennie de modernisation est retourné contre lui. Il ne peut ni débrancher MEDOC légalement, ni continuer à l'utiliser sans risquer la contamination. Coincé. Entre la loi et un code qui efface, il découvre que le choix lui échappe. Les experts convergent sur un point. NotPetya n'est pas un rançongiciel classique, mais un malware destructeur, distribué via la chaîne de mise à jour de MEDOC, probablement lié aux outils et aux méthodes du groupe Sandworm. Le débat commence quand certains chercheurs, malgré ces recoupements, insistent sur le fait que l'attribution technique ne suffit pas à prouver une chaîne de commandement politique, laissant une marge d'incertitude là où les gouvernements, eux, parlent déjà du GRU. Ce qu'ils refusent de formuler ouvertement, c'est leur crainte que reconnaître pleinement NotPetya comme acte de guerre impose de revoir les règles de riposte, d'engagement et de responsabilité, dans un espace numérique où rien n'est encore stabilisé. Les mois passent. Pavel a repris un poste, sur un autre ordinateur, une autre image système. Les bureaux ont changé quelques procédures, ajouté des mots de passe, segmenté des réseaux. Les écrans de rançon ont disparu. Pourtant, quelque chose ne revient pas. Avant, il croyait que les grandes attaques numériques obéissaient à une logique simple. Des cybercriminels voulaient de l'argent, les États voulaient de l'espionnage, parfois du sabotage ciblé. Il imaginait une frontière, floue mais réelle,
entre son quotidien de comptable et ce qu'on appelle cyberguerre. Même avec la Crimée, même avec les combats à l'Est, il pensait que la bataille se jouerait sur des lignes claires, des infrastructures critiques, des objectifs visibles. Cette illusion s'effondre en regardant les chiffres que la direction lui montre, bien après la crise. Le siège parle de centaines de millions perdus à l'échelle du groupe, de serveurs reconstruits dans l'urgence à partir d'une sauvegarde oubliée dans un bureau lointain, de contrats retardés, de clients perdus. On évoque des litiges d'assurance où des compagnies tentent de classer l'attaque en « acte de guerre » pour ne pas payer. Dans des réunions, des avocats prononcent ce mot « guerre » devant lui, à propos d'une fenêtre grise qu'il a cliquée sans réfléchir. Ce qu'il découvre à la place, c'est un monde où sa petite action banale est branchée, sans qu'il le veuille ni le sache, sur des réseaux qui croisent des intérêts militaires, des stratégies d'État, des sanctions économiques, des doctrines juridiques. Le logiciel fiscal imposé par l'administration devient un couloir pour un outil de destruction mondiale. Les correctifs de sécurité non appliqués cessent d'être une négligence technique pour devenir un maillon d'une opération internationale. Son poste de travail, qu'il croyait insignifiant, fait partie d'un théâtre où un code conçu pour détruire se faufile entre des pipelines, des banques centrales, des ports, sans jamais tirer un coup de feu. Le silence dans son bureau n'a plus la même texture. Et la promesse implicite de la numérisation, celle d'un système plus rapide, plus transparent, plus maîtrisable, se réduit. Les marges de manœuvre apparaissent minuscules. Segmenter, sauvegarder, auditer, patcher, surveiller. Des verbes qui ressemblent à des pansements, pas à un bouclier. On lui dit que d'autres malwares utilisent déjà des techniques proches de NotPetya, que le groupe soupçonné derrière l'attaque est impliqué dans d'autres campagnes, d'autres opérations, ailleurs. Il traverse maintenant le couloir vers la salle serveur avec une sensation étrange. Ce bruit continu de ventilateur, ces lumières vertes et oranges sur les baies, il les voit moins comme un signe de contrôle que comme un bourdonnement fragile, en sursis. Il se souvient de l'instant précis où l'écran a noirci, du faux message de réparation de disque qui a sonné le début de la destruction. Il se surprend à se demander, sans oser le formuler à voix haute, si une attaque née d'un conflit régional, déguisée en rançongiciel maladroit, a pu frapper autant de pays et coûter autant, sans réponse claire. Qu'est-ce qui empêche la prochaine d'être pire et complètement assumée? Pavel reste seul dans le bureau presque vide. Sur son écran, la fenêtre de ME-Doc affiche des champs vides, des cases à cocher, des menus soigneusement alignés. Au dehors, des camions passent lentement sous la pluie, clignotants allumés. Dans un tiroir entrouvert, un vieux disque dur externe repose, la tranche métallique marquée d'une fine trace de rouille brunâtre. Une diode verte, sur la multiprise au sol, clignote par moments, sans bruit.